Invité GeoExpress. Notre invité, c'est Maître Gilles Devers, avocat spécialiste en droit international et un fervent défenseur des droits palestiniens devant la Cour pénale internationale et d'autres juridictions. Merci d'avoir accepté notre invitation, Maître Gilles Devers. Merci à vous et très heureux de pouvoir échanger sur ces sujets importants. Merci. Alors, vous êtes à l'initiative de la plainte collective à la Cour pénale internationale contre Israël pour génocide à Gaza. On aimerait savoir l'avancée de cette procédure. Vous savez que la justice internationale, elle est compliquée, mais tout appareil judiciaire, donc il y a un temps pour l'enquête et c'est le procureur qui fait la poursuite, c'est pas nous. Donc ils ont une large part d'initiative. Mais ce qu'on voit, c'est que le dossier avance comme jamais aucun dossier n'a avancé à la Cour. Et il y a évidemment toujours beaucoup de doutes parce que le procureur a fait des déclarations vraiment, on va dire, faibles ou lamentables entre les deux. Et puis il y a une défiance vis-à-vis de cette Cour en disant elle est sous pression des États-Unis, ils feront rien. Mais dans la réalité, moi je vois que ils n'ont jamais si bien travaillé. Et en tout cas, il y a une équipe qui travaille en urgence. C'est la première fois, on n'a jamais vu ça. Et on doit les rencontrer encore la semaine prochaine. Ce sera une troisième réunion pour apporter des preuves sur les crimes commis par l'équipe dirigeante en Israël. Donc, on en est à la constitution des preuves dans un cadre d'urgence. Et si à ce cas d'urgence, c'est parce qu'il est posé la question, d'une part du génocide, mais maintenant le monde entier en parle. Donc, notre plainte était une bonne analyse. Deuxième volet, c'est est-ce qu'on décerne ou non des mandats d'arrêt contre les dirigeants israéliens. On n'a jamais été si avancé dans ce débat. Exactement, le monde entier en parle, mais on a vu que le Conseil de la sécurité des Nations Unies n'a pas reconnu ces crimes de guerre suite au vote américain. Donc, est-ce qu'on peut espérer avoir des résultats suite à cette affaire, ou bien la plainte aussi déposée par l'Afrique du Sud contre Israël, qui a démarré depuis 2 jours. On a vu les échanges des preuves et les fondements juridique. Est-ce qu'on peut espérer, c'est-à-dire l'acceptation de Pretoria qui demande un cessez-le-feu et l'arrêt des opérations d'Israël à Gaza dans le cadre d'une procédure urgente? Mais vous savez, la justice, c'est comme le reste, c'est œuvre de conviction, donc on n'a pas d'automatisme. Moi, ce que je vois, c'est que le peuple palestinien et les alliés du peuple palestinien, jusqu'à maintenant, n'utilisaient pas l'arme judiciaire. C'était des protestations, c'était de la politique, c'était de la diplomatie, c'était... Vous avez parlé du Conseil de sécurité, mais c'est pas un organe qui fait du droit, c'est un organe qui fait de la politique. Oui. Donc, ce qui est nouveau, après on verra bien à quelle vitesse les choses se passent, et j'espère qu'elles peuvent se passer rapidement, comme cela les gens comprendraient que la justice est efficace, mais quoi qu'il en soit, on est rentré depuis quelques jours dans quelque chose qui est entièrement nouveau, c'est-à-dire que maintenant, on sort de ce traquenard, de cette impasse qui était Oslo, où les Palestiniens étaient obligés de négocier leur liberté face à Israël, comme si Israël détenait tout. Maintenant, on se retrouve à égalité, l'un contre l'autre, devant une juridiction internationale qui est indépendante, en tout cas qui l'est largement. Et évidemment, il n'y a pas de veto du Conseil des États-Unis, il n'y a pas de choses comme cela. Donc le débat est très ouvert, aussi bien devant la Cour internationale de justice. Je pense qu'elle va se prononcer favorablement. Et ensuite, ça nous aidera bien pour la plainte que l'on a déposée devant la Cour pénale. Donc on en reparlera en février, on en reparlera au mois de mars. Mais pour le moment, le jeu s'organise pour qu'il y ait des très belles victoires en justice du peuple palestinien. Et quoi qu'il en soit, surtout, c'est vraiment, on a fait rentrer l'affaire palestinienne dans le cadre juridique, et le cadre juridique, c'est le meilleur, parce que on rétablit l'égalité. Voilà, vous avez vu comment les choses se passaient à La Haye. D'un côté, il y a l'Afrique du Sud qui défend le peuple palestinien. De l'autre côté, il y a Israël. Alors que si on se met au Conseil de sécurité, l'Afrique du Sud ne siège pas
et Israël est omniprésent avec les États-Unis. Donc on inverse complètement ce jeu, et le fait de rentrer dans la sphère juridique, c'est vraiment quelque chose qui ouvre beaucoup de perspectives. Donc avec ce ton optimiste de votre part, maître, est-ce qu'on peut parler maintenant de la fin du processus de l'impunité d'Israël, ou bien est-ce qu'on peut rester un peu prudent vu que on a toujours le problème de l'exécution de ces décisions? On a le problème de l'exécution, on a aussi le problème de toute procédure. J'ai jamais dit que le procès il est gagné d'avance. Moi, ce que je dis, c'est que on est entré dans une phase qui, effectivement, est celle de la fin de l'impunité. Mais on entre dans cette phase. Si les choses se passent très bien, on aura d'ici fin janvier une ordonnance qui dit qu'Israël est en train de probablement commettre un génocide, et donc il faut prendre des mesures d'urgence. Et puis peut-être au mois de mars, des mandats d'arrêt qui sont délivrés. Ça, c'est si tout se passe très bien. Mais même si les choses se passent mal, parce que la Cour internationale de justice dirait qu'il y a eu un problème de procédure, parce que l'Afrique du Sud a agi trop vite en justice, alors qu'il fallait notifier Israël, par exemple, et que nous, on bute sur des questions de preuves, parce que le procureur voudrait se rendre sur le terrain, qui ne peut pas. On sait que ça sera simplement des étapes, mais et qui nous permettent ensuite de progresser. Donc, moi, l'optimisme, il est simplement dans le fait que on est maintenant enfin dans la sphère judiciaire, et que c'est le peuple palestinien qui convoque Israël en justice, alors que depuis 1917, c'est l'inverse. C'est le peuple qui est toujours convoqué, toujours dans la position d'accusé, toujours dans la position du terroriste. On est en train d'inverser ce jeu, et ça va peut-être aller vite, on le souhaite, mais ce qu'il faut surtout, c'est que ça aille profondément, et en particulier que ça ouvre les yeux à toutes les puissances occidentales qui étaient largement aveuglées et qui ne voyaient rien. Mais je vois que cette semaine, même quelqu'un comme David Cameron, qui est maintenant nouveau ministre des Affaires étrangères à Londres, a fait des déclarations en disant qu'Israël ne respecte pas ses obligations en droit international humanitaire, parce qu'il y a des privations excessives pour l'eau, pour l'électricité, pour les médicaments et pour le sort qui est fait aux enfants. Alors comment on peut expliquer le silence de l'Union européenne concernant cette plainte? L'Union européenne, elle est tenue par la diplomatie de la France et de l'Allemagne. L'Allemagne reste le deuxième exportateur d'armes après les États-Unis pour Israël, et la France soutient qu'Israël est en état de légitime défense. Donc voilà, vous savez, on dit l'Europe... Mais on a remarqué ce silence, et il est même par les pays qui soutiennent normalement la création d'un État palestinien, comme la Belgique, l'Irlande... Donc... La Belgique, oui, il y a eu des petits plus. Bon, mais je crois que ce qui va également bien faire décanter, moi je prends les choses telles qu'elles sont. Vous comprenez, je sais une chose, c'est que si on arrive à faire bouger la position de tel ou tel État, ça sera intéressant. Mais en bout de course, le peuple palestinien, il sait qu'il compte sur lui-même. Hein. Les soutiens qui viennent, là, il y a un soutien franc de l'Afrique du Sud. Mais enfin, l'Afrique du Sud, c'est un pays africain. Où sont les pays arabes? Vous comprenez, voilà. Donc. Oui. Oui, il faut quand même... il y a des pays qui ont bougé, comme l'Algérie a quand même fait des démarches, la Turquie également, mais beaucoup d'autres, non. Je pense sur le Maroc, l'Arabie Saoudite, des grands pays comme cela restent alignés sur la position israélienne. Donc tout ça, ça sera très très long, et en bout de course, le peuple palestinien, c'est qu'il doit d'abord compter vraiment sur lui-même. Mais là, il se donne un outil qui est très positif, vu qu'il se donne l'outil juridique qui lui permet d'agir devant des juridictions et non pas devant des organes politiques. Et dans la semaine, là, j'aurai un nouveau rendez-vous à la Cour pénale. J'y vais pour 40 syndicats et associations de Gaza. On n'est pas reçu sur, j'allais dire, un strapontin où on est reçu vraiment comme des interlocuteurs à égalité. Et ça, c'est quelque chose qui ouvre beaucoup de perspectives. Mais ça va amener également à revoir la question de la qualification de la résistance armée, qui est dominante et qui aveugle les pays européens, parce que si effectivement Israël se fait reconnaître soit par la Cour internationale de justice, qui est saisie par les États, soit par la Cour pénale, qui a été saisie par notre plainte, si l'une des deux juridictions entre dans une logique de génocide, je dirais même de crimes contre l'humanité, même de crimes de guerre, eh bien, ça change la nature de l'analyse sur les mouvements de résistance, parce que
vous résistez face à une puissance occupante. Ça c'est une chose. Ça c'est la résistance armée, c'est face à une occupation militaire, mais une occupation militaire légale. Et qu'est-ce qui arrive? Comment il faut faire quand cette occupation militaire, elle devient génocidaire? Vous faites quoi quand quelqu'un commet un génocide? Vous lui remettez des tracts et puis vous dites on va faire une jolie conférence. Alors. Donc il va falloir revoir beaucoup de choses et le juridique, vous savez, je suis optimiste, oui, parce que ça fait 15 ans qu'on travaille sur ce dossier et on y arrive enfin, donc j'aurais vraiment tort de ne pas l'être, mais je suis optimiste parce que c'est une belle bataille qui commence, hein, je ne dis pas qu'elle finit, elle commence enfin, on rentre dans le vif du sujet et on trouve des appuis de partout, on a des avocats qui vont du Pakistan au Brésil, le Chili, les avocats nos amis avocats du Chili ont fait une plainte signée par 40 avocats la semaine dernière. Enfin, le monde, toute la solidarité se saisit de l'arme juridique pour dire que les avocats peuvent agir même contre une armée en combat. Voilà, c'est ça on a ouvert ça, si vous voulez, c'est que les avocats agissaient quand c'est la police, quand c'est le ministère de l'Intérieur, quand c'est des atteintes. Non, là, une armée en combat, on peut déposer plainte au nom des victimes contre une armée qui est au feu. Voilà, donc, et on va pas les lâcher. Bon courage et merci beaucoup pour votre interview, Maître Gilles Dever, avocat spécialiste en droit international et à l'initiative de la plainte collective à la Cour pénale internationale contre Israël pour génocide à Gaza.